Bon, il est 9h30, on va laisser 5 minutes, on voit qu'il y a des gens qui prennent encore un petit café, et on va commencer, voyons. Cœur jeu dans la queue. Bon, il est 9h33. Dans 1 minute, on commence. C'est la dernière personne à arriver. Je vois encore une personne qui est juste là. Très calme. Attendez. Oui, comme tu veux. Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Les derniers arriveront. Voilà, on commence. Donc bonjour à tous, je suis Fabien Echen, je suis le responsable de la D-School de l'École des Ponts et nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour notre événement annuel dédié à l'innovation, le D-Event. Alors, ceux qui nous connaissent sont habitués à venir à Champs-sur-Marne. La D-School de l'École des Ponts, c'est à Champs-sur-Marne, sur le RER A. C'est pas toujours facile de venir. Je vois quelques têtes qui sourient, qui sont habituées à venir nous voir. Et donc cette année, on est ravis d'être accueillis ici chez Léonard, du groupe Vinci. On a un partenariat global avec eux. Et vraiment, ça nous fait plaisir d'être à Paris pour une fois. Alors, ceux qui ne nous connaissent pas, la D-School de l'École des Ponts, c'est un département qui s'intéresse aux pratiques de design et plus largement à l'innovation par les usages pour former des étudiants, donc ingénieurs, une école d'ingénieurs, et également des partenaires et des entreprises. Alors, vous allez voir que la D-School, c'est une équipe très pluridisciplinaire et vous avez 2 de mes collègues, par exemple ici, Quentin et Valentine, qui vont vous expliquer dans quelques minutes plus précisément ce qu'est la D-School et ses champs d'action. Alors, chaque année, lors de cet événement, nous traitons d'un thème qui nous semble important de partager avec vous, que l'on travaille en interne. Et aujourd'hui, plus particulièrement, grâce à des intervenants qui sont un peu de notre univers, on va dire, qui viennent d'univers justement assez pluriels et qui vont
nous poser des questions, vous proposer des pistes de solutions ou en tout cas de réflexions qu'on espère fécondes. Alors, le thème aujourd'hui, innover avec les imaginaires ou peut-être plus spécifiquement innover de façon peut-être plus durable, différente, plus désirable. Avec les imaginaires, ça fait quelque part un peu une continuité d'un ouvrage d'un auteur que l'on affectionne beaucoup à la Discool, qui est Nicolas Novin, qui avait écrit il y a 10 ans déjà, alors j'ai regardé, c'est bien 2014, un ouvrage qui s'appelait « Futur, point d'interrogation, la panne des imaginaires technologiques ». Alors, après 10 ans après, comment convoque-t-on les imaginaires? A-t-on dépassé des imaginaires uniquement technologiques? Est-on capable d'inventer collectivement des nouveaux récits qui vont nous permettre d'affronter les enjeux multiples qui se dessinent dans ce déjà premier quart du XXIe siècle? C'est vraiment l'enjeu de cette journée. L'enjeu de cette journée, c'est des choses qu'on va aborder. On veut soit vous montrer des approches qui peuvent être très diverses, et qui nous semble faire appel à des imaginaires qui sont vraiment très stimulants. Avant d'accueillir nos premiers intervenants, quelques modalités sur le déroulé de cette journée. Alors, ce matin, vous allez le voir, on va avoir des intervenants jusqu'à 13h. On a fait le choix de ne pas faire de questions-réponses. Donc vous aurez 2 grandes pauses, une pause à 11h où on vous offrira un café et une pause à 13h où on vous offrira à déjeuner. Les intervenants seront là et ce sera l'idée de pouvoir discuter avec eux et de créer un échange peut-être un peu plus informel. Cet après-midi, ce sont les membres de l'équipe de la Discool qui vous ont préparé un atelier collaboratif, très intelligence collective, pour jouer avec des futurs, pour jouer avec des imaginaires et créer un monde peut-être plus souhaitable, plus durable. Deuxième point, on m'a demandé du Wi-Fi. Vous allez voir, il y a plusieurs bornes en fait dans l'espace. Rentrez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir en fait un code et vous aurez le Wi-Fi. La conférence sera filmée et elle sera retransmise en direct et on aura sûrement des vidéos ensuite qu'on pourra vous proposer. Je vais être vraiment très court, donc je vous souhaite une bonne matinée et je passe tout de suite la parole à Quentin Lagache et Valentine Perrin. Respectivement, Quentin, c'est le responsable du programme ME310 dont il va vous dire un mot. Et Valentine, c'est designeuse, elle est formatrice design innovation et ils vont introduire cette journée et les thématiques de la journée. Bonne matinée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici pour vous parler un peu du thème qui animera cette journée, innover avec les imaginaires. Pour ce qui est d'innover, jusque-là, tout va bien. C'est ce que la Discool Paris à l'École nationale des ponts et chaussées permet depuis bientôt 15 années. La Discool Paris s'est créée autour du programme ME310 dès 2010 afin de lier le monde de l'entreprise et les étudiants de l'École des ponts par un défi commun que celui d'innover. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le programme ME310, il s'agit de la formation de niveau 2, Master 2, de la Discool Paris, dont le titre exact est Master d'innovation par le design, ME310 pour les intimes donc. Ce programme de dernière année permet aux étudiants de vivre l'expérience d'un projet de 9 mois, mené en équipe internationale et rythmé par des voyages et des événements qui visent à apprendre par la pratique à concevoir un produit ou service innovant avec une entreprise partenaire et grâce à une approche centrée sur l'utilisateur. Ce programme, il s'adresse aux étudiants en ingénierie, en architecture et design, en commerce et management, en sciences humaines et sociales, mais aussi aux professionnels et entrepreneurs en quête de savoir-faire. J'en profite pour vous inviter à partager et télécharger notre nouveau site et notre nouvelle brochure. Nous recrutons nos derniers étudiants pour la rentrée prochaine. Fin de la pub. Donc la Discool Paris, elle s'est créée autour du ME310, mais aussi et surtout avec la mission à l'époque d'acculturer au design thinking les étudiants, professeurs et entreprises partenaires de ces projets. Cette approche est toujours un pilier de notre travail, de nos formations et de nos procédés, mais vous l'avez bien compris, si depuis à la Discool nous parlons toujours d'innovation par le design et plus uniquement de design thinking, il y a bien une raison. Bien que nous gardons notre culture, design thinking, ce n'est pas notre seule approche pour innover. Petit récapitulatif de l'innovation par le design à la Discool, accrochez-vous bien. Tout d'abord, la raison d'être de la Discool, c'est de permettre l'innovation dans une école d'ingénieurs aussi prestigieuse que les ponts.
Si l'imagination qualifie une idée intangible, les ingénieurs sont capables d'invention. Leur savoir-faire initial, concrétiser les idées, créer des produits, des services et des bâtiments, ils assurent la faisabilité technique, le rêve, grâce à eux, devient réalité, et c'est déjà beaucoup, accordons-nous là-dessus. L'innovation, par contre, c'est une idée appliquée avec succès, c'est-à-dire une idée qui a été inventée et implémentée auprès des utilisateurs et dans le marché. L'innovation caractérise donc ce qui est faisable, mais aussi viable, et surtout, dans notre cas, désirable. Généralement, mes étudiants ingénieurs me disent qu'ils savent comment faire, mais pas pourquoi ils font. Quelle aventure pour eux en fin de parcours que de découvrir que toutes les solutions qu'ils sont capables d'inventer peuvent répondre à de vrais problèmes, de vrais besoins et faire innovation. Quand nous parlons de nos approches, au pluriel, d'innovation par le design, c'est parce que nos trois approches se répondent. En parlant de conception, nous nous permettons de raccrocher le design de to design, concevoir, à la science de l'ingénieur qui est capable de concevoir. On peut donc leur parler en tant que designer de cette même racine qui nous anime. On ajoute alors à la conception les grandes notions issues du design thinking, répondre à un besoin sourcé auprès des utilisateurs, parler d'expérience utilisateur, croire en l'intelligence collective, explorer l'échec comme un apprentissage et itérer de multiples fois et confronter son travail aux autres disciplines, aux autres parties prenantes. On dit qu'on permet la co-conception, la conception innovante. On ajoute une corde à l'arc des concepteurs, ingénieurs et designers doivent tirer leurs flèches dans la même direction. Ensuite, pour instruire une autre de nos approches, nous allons au-delà du désirable et des utilisateurs. Quand on parle de design thinking, on parle déjà de progrès en conception. En revanche, aujourd'hui, si les principes du design thinking sont toujours valides, on ne peut se concentrer uniquement sur la désirabilité pour l'utilisateur. Le parti pris du design soutenable, comme nous le développons à la D-School, ce n'est pas de cracher dans la soupe et dire que le design thinking c'est fini, loin de là. Le design thinking, c'est une base de principes et d'outils infinis. Mais aujourd'hui, il est urgent de considérer d'autres outils également, ceux du design soutenable, comme nous le nommons. Ces principes et outils qui nourrissent le design soutenable, ils permettent de penser aux parties prenantes d'un projet de façon beaucoup plus large. Il n'y a plus que les utilisateurs d'un produit, service ou bâtiment, les experts qui l'utilisent, le commercialisent ou le produisent. On ajoute des systèmes sociaux, comme on peut le voir en design systémique, mais de façon plus large encore, ainsi que des écosystèmes comprenant les fonctions naturelles, les éléments, le vivant non humain, l'ensemble des ressources et des interactions propres au système naturel, ainsi que les interactions entre le système naturel et nos systèmes socio-économiques humains. Le but est toujours d'élever le seuil de compréhension de ces systèmes afin de concevoir toujours plus en connaissance de causes et de conséquences. Enfin, dernière brique à cet édifice, le design fiction. Le design fiction, c'est une approche qui vise à anticiper la portée systémique de ce que l'on crée en l'ancrant dans le présent. À la D-School, nous questionnons aussi la désirabilité d'un futur que nous avons le pouvoir de créer. Cela afin d'orienter nos choix dans le présent. On parle de futur possible, que l'on tangibilise à l'aide d'artefacts pour questionner nos stratégies de conception. Ce que nous sommes en train de concevoir est également en train de concevoir l'avenir de notre société. La portée du design fiction, c'est de pouvoir prototyper des futurs possibles, les mettre en débat et arbitrer de leur souhaitabilité. Cette approche exploratoire complète notre approche globale. En somme, concevoir pour l'innovation à la D-School Paris, c'est questionner notre approche en permanence et de façon systématique. Il n'y a pas de recette facile pour innover, mais des approches méthodées auxquelles nous pouvons faire confiance pour savoir comment procéder. En tablant sur le problème d'origine, on remet en question le quoi du produit, service ou bâtiment et le besoin d'innovation. Avec l'utilisateur, nous explorons le pourquoi de cette conception innovante. Grâce au design soutenable, nous étudions les impacts sur les systèmes quels qu'ils soient pour que ce que nous concevons ne soit pas de nouveaux facteurs de tension. Nous ne tentons pas de résoudre un problème en créant un autre, et c'est pour cela que le design thinking doit évoluer avec le design soutenable.
Aussi parce que ce qui est désirable actionne des comportements humains favorables et de l'engagement, le design soutenable ne doit pas, pour nous, mettre au jour des solutions contraignantes qui ne solliciteront aucun engagement de ses utilisateurs à leur contrarier. Il est de notre responsabilité de concepteurs que de transformer les tensions en nouvelles opportunités d'innovation soutenable dans les systèmes, par les systèmes et dans le temps. Enfin, le design thinking, le design soutenable et le design fiction nous permet une meilleure connaissance et vigilance quant à ce que nous craignons parfois de générer, les bases d'une société indésirable, un manque d'éthique, des effets de bord, des externalités négatives au futur, permises par des armes que nous aurions nous-mêmes conçues. Le design fiction, c'est aussi s'ouvrir à tous les possibles, se challenger par et pour l'avenir, et questionner les imaginaires collectifs qui influencent, explicitement ou tacitement, ce que nous concevons. Notre mission est de construire le monde de demain, notre culture est d'entreprendre cette démarche en mobilisant les utilisateurs pour la transformation vers une innovation soutenable par le prisme d'un futur désirable et leur engagement. Évidemment, cette transformation, ce nouvel imaginaire, pour nous mobiliser, nous croyons qu'il faut l'initier ensemble. Parce que nous prenons l'intelligence collective dans toutes nos réalisations, dans la pluridisciplinarité et la multiculturalité de toutes nos équipes projets, tous les regards qui se posent sur ce monde doivent se croiser pour avancer ensemble. C'est tout cela qui caractérise ce que nous appelons l'innovation par le design. À la Discool Paris, cela qualifie notre approche globale, dont les piliers sont le design thinking, le design soutenable et le design fiction. Notre objectif, en s'y attelant ensemble et en étudiant les systémismes, c'est bien entendu de dépasser la réponse individuelle. Aujourd'hui, mobiliser les imaginaires de nos étudiants pour répondre à la mission de l'École des Ponts que de construire le monde de demain, c'est se heurter à leur questionnement. À quelle fin, pour quel futur nous concevons ? L'imaginaire, il est au centre de notre univers en conception. C'est ce qui nourrit la volonté de répondre à des besoins, de lever des tensions, d'optimiser des ressources, de faire ensemble. Comment s'en sortir quand nos apprentis concepteurs, ingénieurs et designers baissent les bras et questionnent leur capacité à agir alors même que ce sont eux qui sont le plus à même de mobiliser leurs connaissances techniques ainsi que l'expertise de l'ensemble des parties prenantes. Rappelons que ce n'est pas seulement à la génération de demain de sauver la planète, mais aussi à ceux qui en ont le pouvoir et dont c'est le métier, ingénieurs, designers et dirigeants. C'est un enjeu collectif, son support est pourtant de notre responsabilité. Si nous souhaitons aborder le thème des imaginaires aujourd'hui, c'est parce que nous en avons besoin pour innover, mais que le constat est dur, les imaginaires collectifs ne semblent pas jouer en notre faveur. Quand je suis face à mes étudiants, quand nous sommes face à nos étudiants, nous peinons à les inspirer grâce à un imaginaire collectif souhaitable. La première raison, c'est que cet imaginaire collectif n'existe pas encore. La seconde, c'est que l'existant est colonisé par des biais sociaux énormes tels que le technocentrisme qui n'en est que le premier exemple. Nous ne pouvons pas inspirer nos étudiants avec des imaginaires collectifs obstrués et indésirables. Quand je demande aux ingénieurs de demain ce à quoi demain ressemble, ils me parlent de technologies salvatrices, de captation de carbone, d'humanité augmentée, d'intelligence artificielle. Ils conçoivent pour cet imaginaire, le monde va dans cette direction, alors même que très peu d'entre eux me répondent par l'affirmative à la question « Ce monde est-il désirable pour vous ?» Mais comment libérer les imaginaires ? Comment les inspirer sans une alternative souhaitable et engageante ? C'est ce que je suis venu chercher aujourd'hui, de quoi répondre à leur vocation, de l'inspiration pour innover avec les imaginaires. Je laisse à Valentine le soin de développer autour d'un enjeu clé que celui de la réappropriation des imaginaires collectifs en conception. Merci. Effectivement, Quentin vous a fait un constat sous son regard pédagogique. Je vous en proposant la focale plus large par une vision sociétale de l'imaginaire en conception et plus particulièrement liée à l'innovation. Qu'on le veuille ou non, l'innovation est aujourd'hui associée à la représentation enthousiaste d'une civilisation avancée et tournée vers le futur. À tel point qu'on en oublie que, dans ses origines, le concept même est éminemment politique. Avant le XXe siècle, l'innovation était un terme péjoratif, associé à une chose nuisible moralement et utilisé comme arme linguistique par les opposants au changement.
Mais aujourd'hui, c'est différent. L'innovation rend fier. C'est un honneur d'être considéré comme un innovateur ou une innovatrice. Les gouvernements eux-mêmes légifèrent pour que des nations entières en soient actrices. Nous-mêmes, nous évoluons dans une société de l'innovation portée comme une start-up nation par le gouvernement français et diffusée à large spectre par des acteurs privés d'envergure comme les GAFAM qui nous partagent une vision du futur. Or, on remarque que cette innovation qui a attrait autour d'elle dans nos sociétés contemporaines peut rapidement se manifester comme un biais pro-innovation. Pro-innovation parce qu'on a tendance à faire preuve d'un optimisme excessif quant à l'utilité ou le succès d'une innovation ou d'une nouvelle technologie, en ignorant ou en minimisant souvent ses externalités, ses risques ou ses échecs potentiels. Pourquoi un biais? Parce que ça influence nos jugements, nos décisions et nos actions de manière prévisible, mais de façon souvent inconsciente. Et ce n'est pas nouveau, le sociologue Everett Rogers l'évoquait déjà en 1962. Alors ce biais, on le perçoit au quotidien, vous, moi, tout un chacun. Il se manifeste par des financements et des investissements massifs, privés et publics, dans la recherche et le développement de solutions innovantes. C'est aussi un rythme qui s'intensifie. À l'époque, il fallait des dizaines d'années pour déployer une invention sur le marché. Aujourd'hui, parfois quelques semaines suffisent. Et bien sûr, il y a cette valorisation de l'innovation à tout va, recours parfois aveugle et excessif, où l'on use d'elle comme d'une fin en soi, sans nécessairement évaluer de manière critique les implications et les conséquences possibles. On pourrait pousser le concept plus loin encore, en évoquant un biais pro-innovation technologique. Là aussi, il suffit de regarder autour de nous. On a tendance à favoriser quasi systématiquement les innovations liées aux nouvelles et hautes technologies, au détriment d'autres approches ou alternatives. On célèbre les avancées technologiques et les acteurs financiers qui y sont associés. Le salon Vivatech en est un bon exemple. On a aussi une croyance aveugle et excessive dans la technologie de pointe pour répondre aux problèmes complexes au détriment de solutions sociales, politiques ou comportementales qui sont parfois plus adaptées. Et on évolue dans une conception linéaire du temps, où aller chercher dans le passé est synonyme de régression et non de progrès, car le progrès est associé à l'essor technologique. Alors soit, c'est un modèle qui occupe une place importante dans nos sociétés industrialisées, c'est un fait, on y est, les risques sont bien connus. On assiste au creusement des inégalités sociales et économiques, puisque l'adoption rapide de nouvelles technologies par des populations privilégiées laisse d'autres groupes marginalisés ou exclus. Ça crée notamment des fractures numériques entre ceux qui usent des dernières innovations et ceux qui n'en ont pas les moyens ou l'accès. On le voit avec tous les services qui se digitalisent au détriment des personnes âgées qui peinent à les utiliser. Je donne à quiconque le défi de pouvoir parler à un humain de chez FedEx quand un problème survient. Le problème inverse est vrai également. On dépend excessivement de ces technologies et on développe une certaine vulnérabilité. Si demain votre téléphone vous lâche, qu'il est cassé, à court de batterie ou encore volé, vous aurez sans doute des difficultés pour pouvoir payer, trouver votre chemin ou contacter un membre de votre entourage personnel ou professionnel, puisque nous n'avons plus en mémoire les numéros de téléphone. En tout cas, moi non. Par ailleurs, ces produits et ces services peuvent devenir rapidement obsolètes, avec toutes les générations qui viennent à se succéder, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et une pression accrue sur les écosystèmes naturels. En plus de générer des déchets, on puise dans des matières auxquelles on n'aura bientôt plus accès. Et par ailleurs, il y a souvent des revers, puisqu'on intensifie les effets indésirables sur la biosphère. L'exemple qui nous vient tous en tête, c'est celui des véhicules électriques avec leurs batteries. Enfin, on pourrait continuer comme ça longtemps, en parlant du risque de surveillance et de pression accrue, de contrôle accru, des pertes de savoir-faire traditionnels. Mais ni vous, ni moi n'en avons envie. À ce stade, vous allez me dire que je pointe du doigt négatif. Et vous avez raison. Il y a aussi du bon dans ces solutions. Certes, mais c'est un fait. Les bénéfices attendus sont souvent surprésentés au détriment des conséquences négatives qui peuvent survenir suite à leur déploiement. Alors le risque pour les concepteurs, s'ils se basent exclusivement sur ce modèle biaisé, c'est qu'ils participent à répondre à une vision obstruée et qu'à fortiori, qu'ils orientent inconsciemment les publics vers des solutions peu ou mal adaptées, générant d'autres problèmes plus complexes encore. Donc comme le thème d'aujourd'hui est lié aux imaginaires et qu'on est là pour porter une réflexion, je vous partage un constat, mais je vous apporte également un message. On doit aussi faire une place aux autres formes d'innovation, puisque les imaginaires collectifs ne sont ni figés ni uniques. Alors ça ne veut pas dire qu'on va exclure les nouvelles technologies, mais qu'on va se questionner pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait de l'innovation et si c'est l'approche technologique qui est la plus adaptée pour répondre aux problèmes identifiés. D'ailleurs,
La culture même de l'innovation doit rassembler une diversité de perspectives, d'idéaux sociaux et de visions du futur. Regardez du côté de la nature. Une des règles, c'est qu'elle parie sur la diversité. Et à en croire l'âge de la vie sur Terre, proche de 3,8 milliards d'années, on se dit que c'est assez pertinent d'avoir différentes matières, stratégies, collaborateurs, pour être plus apte à s'adapter et à réagir dans chaque contexte, sur Terre mais aussi au-delà. Alors cette pluralité et les divergences qu'on retrouve dans les pratiques, elles sont essentielles, puisqu'elles enrichissent et façonnent notre façon de concevoir le monde. Ce sont d'ailleurs ces autres formes d'innovation, dont certaines sont nées par la contestation et un manque de moyens, qui participent avec d'autres à élargir le champ des imaginaires et donc des possibles. Par exemple, depuis quelques décennies, on voit émerger des formes de design qui sont davantage tournées vers l'humain et la société, à travers des projets qui relèvent d'une forme d'innovation sociale. C'est-à-dire que les concepteurs convoquent le social dans les moyens et dans la finalité pour répondre à des problématiques diverses, puisque social est en fait l'héritage d'un anglicisme qui se traduirait davantage par sociétal. Il y a de plus en plus d'initiatives, notamment dans les institutions publiques. D'ailleurs, récemment, vous avez peut-être vu passer la proposition de projet des designers de chez ACT et des architectes de chez EMA pour la lutte contre le décrochage scolaire dans le collège de Saint-Ouen-l'Aumône. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir le résultat d'un travail de co-conception sur mesure qui est nourri par une problématique que beaucoup d'institutions rencontrent. Par ailleurs, il y a un modèle qui a beaucoup à nous apprendre. C'est celui de la frugalité, qui est né en Inde. Dans les innovations frugales, on cherche davantage à prôner l'économie de moyens, à concevoir des solutions efficaces, à moindre frais, avec peu de matière, pour répondre à des besoins urgents de la population des pays émergents. C'est par extension même un état d'esprit sur lequel on se base beaucoup en design soutenable pour faire preuve d'ingéniosité dans un contexte incertain, contraint par les limites d'un système sous haute tension. Alors, il y a un exemple que j'aime bien donner en formation, c'est celui du Hippo Water Roller. C'est un dispositif qui permet de transporter 80 litres d'eau en la faisant rouler. Alors, ça peut peut-être vous paraître anecdotique, presque archaïque, et pourtant, c'est réellement une innovation qui a changé la vie de dizaines de milliers de personnes en Afrique et dont les organisations humanitaires continuent d'en distribuer. Ce qui est génial, c'est qu'il y a de larges perspectives de rapprochement entre ces différentes formes d'innovation et qu'il en existe encore d'autres qui en viennent à partager des préoccupations communes. Ce sont des approches qui ont beaucoup participé à la conceptualisation du design soutenable, qui répond à 3 impératifs de conception qui deviendront à terme des réflexes à intégrer dans nos pratiques: l'éthique, la sobriété et la circularité. Plus globalement, on voit la notion même d'innovation qui migre pour désigner des processus collaboratifs, transverses, ouverts, mais aussi de rupture, pour embarquer une pluralité d'acteurs et servir des objectifs importants, comme l'inclusion, la justice sociale ou encore la préservation de l'environnement. Et ce, pour tous les publics, y compris les plus défavorisés et vulnérables. Alors, si on est réunis aujourd'hui avec toutes ces expertises, c'est pour partager sur nos pratiques respectives, afin d'initier non seulement de la réflexion, et on l'espère aussi de l'action, par la collaboration, pour dépasser ce biais et valoriser d'autres approches. En avoir conscience, c'est déjà un grand pas. Et puis si on va aller encore plus loin, on peut identifier des leviers. On en a identifié quelques-uns qui seront nourris par les différentes interventions de la journée. La première chose qu'on peut faire, c'est mettre en commun l'existant, pour permettre aux concepteurs au sens large d'acquérir une vision globale de ce qu'il est possible de faire, de pourquoi on le fait et de comment le faire. Le but, c'est de déployer des moyens pour capitaliser et enrichir une base de données commune par ses propres travaux et ceux dont on a connaissance. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte de documenter ses actions par des photos, des schémas, des dessins et de rendre intelligible sa démarche afin qu'elle puisse être reprise et enrichie par d'autres. La deuxième chose, c'est de transformer l'imaginaire actuel. Et pour ça, il faut explorer d'autres façons d'innover, aller plus loin que ce qu'on connaît et maîtrise déjà. Par nos expertises et nos expériences, on a des intuitions qu'il faut transformer en hypothèses et aller tester. Alors on n'aura pas raison à tous les coups, mais ce sera apprenant, puisqu'on en tirera des conclusions, et avec de la persévérance et une collaboration active, on ira plus loin pour trouver des clés pour construire l'avenir. Et enfin, on peut agir pour créer un nouvel imaginaire collectif, tous ensemble. C'est ce vers quoi on veut tendre. Ça veut dire quoi? Que par la pratique et dans la pluridisciplinarité, on va se tenter à incarner d'autres imaginaires possibles. Il faut donc s'engager et mobiliser les autres autour de soi, tout profil confondu. Ce sont les citoyens et les citoyennes dont il s'agit ici. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des outils comme le récit,
qui mobilisent et impactent durablement. C'est ce qu'on aura l'occasion d'expérimenter cet après-midi à travers un atelier participatif. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des solutions, car l'objectif, c'est que vous puissiez justement vous nourrir des différentes interventions à venir pour investir ces leviers qu'on vient d'évoquer ensemble, et que vous puissiez justement repartir avec des briques de réflexion et des pistes de solutions à enrichir. Je vais laisser la place du coup à mes confrères et mes consoeurs. Merci. Merci à tous les deux pour cette introduction engagée. Alors, nous allons maintenant accueillir notre binôme, notre premier binôme. Il s'agit de Aurélie Delemarle d'Argon & Co, qui est responsable de l'offre Design for Sustainability, et Morgane Dizier, qui est Supply Chain Transformation Manager chez Louis Vuitton, qui ont participé tous les deux à un travail de prospective créative avec les étudiants ingénieurs de l'École des Ponts, qui vont nous en faire un peu un retour d'expérience et qui vont nous raconter un petit peu comment ce type de choses, ce type de travaux peuvent engendrer des transformations dans des grands groupes industriels. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Aurélie Delemarle. Je suis très proche de l'École des Ponts parce que j'y ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai une thèse en Innovation Studies. Et chez Argon & Co, donc un cabinet de conseil en opération, Morgane travaille aussi dans les opérations. Les opérations, pour ceux qui ne sont pas très familiers du sujet, c'est tout depuis la conception du produit, la conception, éco-conception du produit, la production du produit, la distribution du produit, et puis tous les flux logistiques qui vont avec. Et c'est des sujets extrêmement opérationnels. Et avant qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on met ça en œuvre, donc j'ai travaillé 15 ans dans l'université et vous verrez, je suis très engagée sur les questions environnementales, mais Morgane aussi. C'est pas tout à fait un hasard du coup qu'on arrive à faire ce qu'on fait dans nos organisations. Je me suis dit exactement dans la lignée de ce que Valentine disait qu'il faut réussir à mobiliser, il faut réussir à aller dans des espaces différents. Et donc, je me suis dit, on va essayer d'aider les entreprises à un petit peu se transformer et transformer leur business model et participer à la réinvention de cet imaginaire collectif dont parlait Valentine tout à l'heure. Et merci Aurélie, tu as presque tout dit. Donc moi, Morgane Dizier, je travaille chez Louis Vuitton. J'étais étudiant à l'École des Ponts, ingénieur industriel, diplômé en 2012. Depuis, j'ai fait de la transformation supply chain à plusieurs étages, dans plusieurs entreprises, dans le groupe LVMH, depuis 5 ans chez Vuitton. Et je vais vous apporter, moi, le point de vue de quelqu'un qui vit la difficulté de faire progresser les idées dans l'entreprise, et notamment donc dans la supply chain, dans les opérations, sur des systèmes qui sont complexes, avec un public pas forcément réceptif. Donc c'est de l'ordre du témoignage. Et il y a deux points que tu voulais aborder, Aurélie, je voudrais que vous puissiez vous parler de quelles sont les situations en entreprise dans lesquelles on peut essayer d'appeler les imaginaires, tout en exactement dans la continuité de ce qu'a dit Morgane. Enfin, moi, je travaille dans le conseil, et si c'est compliqué pour Morgane de pouvoir convaincre à l'intérieur de son entreprise, vous imaginez bien que convaincre sur les opérations, de voir les choses différemment, c'est aussi compliqué dans le conseil. Donc, on voudrait d'abord vous raconter quelles sont les situations dans lesquelles ça semble propice, et puis après, vous donner 2 exemples sur lesquels on a travaillé tous les deux. Un exemple d'un projet avec des élèves mobilisant le design fiction, et puis un exemple de projet dans une association industrielle qui s'appelle France Supply Chain, dans lequel on mène tous les deux un projet impact du changement climatique sur la supply. Et pour répondre à quelle situation, j'ai voulu prendre un peu la contraposée. Donc pourquoi c'est plus puissant que les outils traditionnels ? Donc ça, c'est moi une situation à ma hauteur, classique. J'essaye de faire progresser les idées. Et c'est difficile parce qu'on me demande de l'inspiration, on me demande, et on retrouve un peu le tunnel d'innovation dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'on sache décider et il faut qu'on sache implémenter ces idées, ces innovations. Et moi, je peux rien montrer à mon chef, parce que la supply chain, ça ne se montre pas. Donc pour faire avancer des nouvelles idées, pour proposer des nouvelles idées, j'ai différentes options. Donc la première, c'est de montrer la supply chain. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça ne se montre pas,
Ça, on regarde. En plus, j'ai pas pris de précaution, on regardait pas trop les chiffres, mais ça, c'est ce qu'on regarde vraiment tous les jours. Et ça empêche de penser. Là, ça empêche vraiment les nouvelles idées. Donc, on vit là-dedans. Comment, et c'est un peu moi mon métier chez Vuitton dans la supply chain, comment on arrive à faire naître des nouvelles idées. Donc, cette option-là, je pense qu'on peut la mettre de côté. Option 2, lire. On a envie de croire que celle-ci suffit. On pourrait imaginer s'arrêter là. En réalité, qui ça atteint ces formats-là? Tout est dedans pourtant. Tout le savoir est là, mais il y a un sujet de transmission. L'étude bleue, elle est un peu de profil. On nous montre l'épaisseur comme gage de qualité d'analyse, c'est certain, mais pour en extraire le contenu, moi j'ai beaucoup de pertes en ligne dans la réalité de la vie des opérations et des décisions qu'on prend. L'autre option, c'est d'aller voir, d'aller écouter. Donc on parlait de Vivatech, on va à Vivatech, on en prend plein les yeux, on va visiter des entrepôts. Alors ça, pour les opérations, on aime beaucoup faire ça. C'est très bien, on voit des choses, mais dans une situation donnée, et les innovations, c'est difficile à transplanter. Donc on regarde, on prend des photos, on s'envoie des photos, qu'est-ce qu'on en fait? Et pareil avec les exercices type hackathon, où les personnes qui vont pouvoir prendre des décisions, quand on leur présente des idées, elles ont accès à 5 minutes. C'est difficile de s'imprégner des idées dans des restitutions si courtes. Donc c'est mieux, là on a des émotions, on touche plus de sens, mais ça ne suffit pas. Et donc là je vais crescendo, vous avez compris, et là il n'y a rien de la supply chain. Mais il y a des histoires. Et ça marche bien. Ça marche bien parce qu'au-delà des sens, on se sent concerné, on s'imprègne, on se projette, on réfléchit. Et à nouveau, là, il n'y a rien de la supply chain, mais souvent, moi, mon chef, j'ai une petite animation. Il me dit, et encore une fois, ce matin, c'est vraiment arrivé, il m'a envoyé un livre, il me dit, il faut que tu lises ce livre, ça s'appelle « Vivre dans un monde complexe, Alice au pays des incertitudes ». Donc l'auteur s'est dit, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Il va raconter des histoires autour d'un environnement d'entreprise, voilà. Mais ça, j'ai pas l'intention de faire des films et d'écrire des livres avec des histoires autour de la supply chain, et je vais pas le faire parce qu'on a encore un niveau au-dessus qui est encore mieux. L'option 5, où on ressent, comme le film, on a toutes les vraies données scientifiques, universitaires, produites qu'on avait dans le livre, et en plus, on peut débattre. Et on peut réunir des experts, on peut se projeter. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est le design fiction. Et ça marche extrêmement bien pour faire progresser des idées, mieux que tout ce qu'on a vu avant. Et très clairement, ça fait partie aujourd'hui, y compris dans un domaine où on ne montre pas d'objets, on ne produit pas. La notion de design est un petit peu moins évidente quand on ne s'y est pas frotté. C'est un outil formidable pour faire progresser des idées. Et ça marche bien, et on va en donner quelques exemples. Donc là, Morgane vous a présenté une situation particulière, et globalement, quand on regarde toutes les situations dans lesquelles on peut avoir envie de mobiliser les imaginaires dans les entreprises, on a identifié 5 grandes situations dans lesquelles ça peut être intéressant de mobiliser les imaginaires dans le but de faire bouger les gens. La première, c'est qu'il est très possible que, se basant sur ce que Morgane vous a raconté, on a lu des livres blancs, on a parlé à plein de gens, on a fait des hackathons et on a commencé à produire des choses, mais on n'arrive pas à atterrir. On n'arrive pas à se dire, bon, bah, ok, j'ai tout ça comme matière, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Donc on peut utiliser le design fiction en remobilisant tout ça, en faisant effectivement des objets concrets, des situations concrètes, pour pouvoir faire discuter les personnes et savoir est-ce que c'est plutôt vers ça qu'on veut aller, plutôt vers ça qu'on va aller, et quelles sont les difficultés de mise en œuvre, et avancer comme ça pour faire atterrir. Ensuite, on peut aller un tout petit peu remonter en stratégie et se dire on veut faire
un exercice de stratégie en se disant on veut aller vers quelque chose de plus durable. Qu'est-ce que ça veut dire le plus durable pour nous et à quoi ça ressemblerait? Et donc là, on utilise les imaginaires pour se projeter et se dire, moi, mon entreprise, mes produits, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Donc on est plutôt dans de la stratégie, là, plutôt de haut niveau, on en fait aussi. Et puis on a 3 autres briques et on va plutôt vous parler de celle-ci. La première, c'est inspirer, c'est carrément ce que Morgane vous a dit. Il y a son chef qui lui dit, écoute, donne-moi des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? On y arrive plutôt bien. Une autre raison pour laquelle on peut vouloir se lancer dans les imaginaires, c'est pour créer de la cohésion. Il s'avère que dans ces exercices qui peuvent être plus ou moins longs, nous, on fait des ateliers qui vont de 3 heures avec nous, qui avons fait tout le travail en amont, jusqu'à ce qu'on fait avec Morgane, un travail de 9 mois avec des industriels divers et variés. Donc on peut être dans le très concret sur 3 heures ou au contraire créer les choses. Et au plus on crée les choses avec le collectif, au plus aussi on crée de la cohésion et on partage des idées. Et c'est quelque chose dans les entreprises qui est quand même très intéressant pour dynamiser. Et ensuite, renforcer la collaboration. C'est le troisième exemple là qu'on peut vous donner. Encore une fois, dans les exercices qu'on fait avec Morgane, on était initialement 12 dans l'exercice de prospectif qu'on a fait. Et puis, quand on se retrouve à faire du design fiction ou partager sur les imaginaires et créer des mondes, on se raconte, on se dévoile, on se partage beaucoup plus que dans n'importe quelle réunion ou meeting qu'on pourrait avoir en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est vraiment important de pouvoir apprendre à se connaître, commencer à collaborer pour après pouvoir mener effectivement les projets. Et surtout des projets qui se veulent ambitieux parce que pour tous les deux, notre ambition, c'est pas simplement de réussir à faire des supply chains performantes, mais c'est aussi réussir à créer des mondes plus durables. C'est un peu utopique, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et la chance qu'on a tous les deux quand même, et c'est pas tout à fait un hasard qu'on se retrouve à faire ça, c'est qu'on a des chefs ou des patrons qui nous laissent faire, qui nous disent allez, vas-y, fais. Vincent, il le fait. Moi, dans le cabinet, ils m'ont dit écoute, vas-y, développe ce que tu veux, et puis on va essayer après d'en faire quelque chose. Mais il faut aussi cette brique-là pour pouvoir transformer les organisations. Et tous les deux, on a cette chance-là. Mais c'est une chance qui se crée. Alors, le premier sujet. Oui, je peux en parler de mon point de vue. On a, dans le cadre c'était les projets de fin d'études, c'était un format de projet de fin d'études croisé entre les partenaires de la chaire Supply Chain du futur que Michelin, Renault, c'était Cdiscount et Louis Vuitton ont avec l'école. Et maintenant, il y a Argon et Decathlon dans le 2e cycle. On a fait travailler les étudiants sur des scénarios, des futurs possibles sur l'environnement d'un entrepôt, le fonctionnement de l'entrepôt avec ses employés, avec son écosystème. Et ça a duré, donc c'était 6 mois. On a fait un atelier de restitution, c'était en début d'année, au mois de janvier. En décembre. Et c'était pour beaucoup une découverte, déjà pour les étudiants, c'était un apprentissage de la méthode. C'était aussi pour les partenaires de la chaire une découverte de ce que ça pouvait apporter ces méthodes-là. Et c'est l'enseignement principal, c'est ce qu'on a obtenu sur ce cycle-là de cet atelier. C'est la démonstration et la compréhension par tous les acteurs, étudiants et entreprises, de la puissance de l'outil. Les limites qu'on a, c'est on l'a mené avec des étudiants, donc on avait un temps d'allumage, disons, pour la production de valeur sur les sujets qui était un peu plus long, mais c'est complètement dépassable maintenant qu'on l'a vécu. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais en tout cas, nous, même si on n'a pas directement tiré de conclusion suite à cet atelier sur le sujet de l'entrepôt du futur, on a bien tous compris dans mon entreprise, et c'est la même chose pour les autres, que cet outil est très puissant quand il est bien manipulé. Donc c'était juste un test qui continue à se déployer, mais c'était un test hyper intéressant parce que vous imaginez bien que mobiliser les futurs dans un entrepôt, tout ce qu'il y a de plus logistique, que ça soit dans l'automobile ou que ça soit chez Vuitton ou que ça soit dans le e-commerce ou dans les pneus, c'était pas gagné.
Et donc d'avoir réussi à montrer qu'on pouvait embarquer les collectifs et que ça faisait discuter, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc on continue à développer ça. Et on le fait dans un autre cadre qui est encore très très opérationnel, parce que c'est ça dont on voulait parler avec vous, c'était vous montrer que ce n'était pas simplement un exercice en chambre et que quand on veut se faire plaisir à discuter du futur, à imaginer des mondes plus durables, ça marche très bien aussi avec des opérationnels, avec la limite de ce que dit Morgane, que tout ce qui existe aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Et là, le format du design fiction, c'est un mélange de plein de choses qui marchent bien. Et là, ce qu'on est en train de faire tous les deux, donc on a mis un petit astérix là, travail en cours de finalisation, parce qu'on l'a commencé au mois de juin l'année dernière, et on doit faire l'atelier de restitution là dans 3 semaines. Mais ça a quand même super bien marché, beaucoup mieux que, enfin moi je pense beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé au début, avec comme grande mission, par rapport aux 5 que je vous ai présentés, de sensibiliser les partenaires au changement climatique et qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, mais il y a l'eau, la biodiversité, il y a les inondations, il y a la montée des eaux, et il y a tempêtes et vents violents qui vont nous tomber sur le coin de la figure et qu'il va falloir prendre en compte. Et quand on a fait cette proposition de dire on voudrait parler de prospective, on a très vite choisi de ne pas faire quelque chose prospectif très à plat avec des scénarios parce qu'on s'est dit ça ne va pas mobiliser. Et notre enjeu à tous les deux, c'était de pouvoir dire aux gens il faut se secouer un petit peu, on ne va pas attendre que ça nous arrive. Et c'est des préoccupations, même la biodiversité, c'est des préoccupations que toutes les entreprises doivent avoir et il ne faut pas attendre. Il y a un sentiment d'urgence, allons-y maintenant. Et donc pour convaincre, on a fait cet exercice de design fiction. Et on avait aussi comme objectif de dire pas simplement regardez, c'est important, il y a plusieurs industries qui vont être impactées, vous allez être impactés en France, en Europe, avec les produits qui viennent de l'autre bout du monde. Bon, ce qu'on voulait aussi, c'est les aider à passer à l'action. C'est pas simplement faire un constat, mais c'est leur donner des briques pour réfléchir au futur. Donc on a fait en gros 1 journée par mois. Là, ça s'est un peu intensifié au début d'année parce qu'on est en train de fabriquer les artefacts. Mais on s'est vu à peu près 1 journée par mois et on a imaginé des scénarios. On a écrit des documents sur la méthode donc pour montrer que c'est très robuste, que ce n'est pas juste tiré de l'opération du Saint-Esprit. Et donc on a des choses très scientifiques. On en fait aussi des articles scientifiques parce qu'il y a des académiques qui sont dans le projet. Et on montre à quel point le design fiction, ça permet de changer la façon de regarder les choses et de passer à l'action. Et on espère que dans les bénéfices, si on a bien imaginé les choses et qu'on fait bien le boulot, que le collectif France Supply Chain se dira ok, on a vu qu'il y a tout ça, qu'est-ce que nous on peut faire collectivement, et on espère que ça va lancer différents nouveaux chantiers sur des sujets liés à l'un des 5 thèmes que je vous ai dit. Et pour vous montrer un petit peu avec les peu de minutes qui nous restent ce qu'on a fait, alors là, c'est un tout petit peu petit. On n'a pas complètement fini les artefacts, mais on a travaillé, on va vous montrer 2 exemples. Tempête et vent violent. On peut se dire, oui, bon, bah, d'accord, tempête et vent violent, ça arrive une fois de temps en temps. Et ce qu'on a imaginé, donc impact du changement climatique sur la supply chain à l'horizon 2040, c'était de mettre les opérationnels dans des situations extrêmement réelles. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus réel qu'une réunion SNOI? Voilà, vas-y Morgane. Donc, quand on fait de la supply chain, on ne va pas regarder des dashboards horribles avec plein de KPI. On fait des réunions. Donc, on a imaginé faire rentrer notre audience dans l'atelier dans une réunion de SNOI. Donc, c'est une réunion un peu tactique de décision supply chain. Quels sont les moyens, quels sont les objectifs de chiffre d'affaires, etc. Et avec, en fait, dans cette réunion en 2040, un gros centrage sur les événements météorologiques. Et donc, on a une implantation industrielle dans l'ouest, nord-ouest de l'Europe qui donne une grosse exposition aux tempêtes hivernales. Et dans cette réunion SNOI, donc Supply Chain, Logistique, Opération, on discute des décisions qu'on doit prendre en anticipation des tempêtes. Et on a tout un historique. Donc ça fait... Vous avez un patchwork là, des artefacts. On a un historique. Le fichier Excel, c'est les précédentes tempêtes. Est-ce qu'on les avait prévues ? Si oui, est-ce que les impacts ont été ceux qui ont été anticipés? Quelles ont été les pertes par le passé?
et quelles décisions devrions-nous prendre? Arrêter complètement l'activité pendant 2 semaines pour laisser passer la tempête, ou surstocker, travailler les week-ends pour faire du stock avant l'événement. C'est ce genre de décisions très concrètes, et en se projetant comme ça dans une réunion avec des informations qui ressemblent à celles qu'on manipule aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on regarde des indicateurs très classiques. Là, on regarde la trajectoire de la tempête en se demandant si elle va dévier ou pas. Parce que dans notre petite mise en scène, là, il y a une espèce de script. Donc, il y a le responsable de la réunion SNOI là, qui a les vrais 4, 5 PowerPoint qui vont vraiment être discutés comme si on commençait la réunion. Et puis, il y aura un responsable des questions climatiques, d'ailleurs, qui a été recruté parce qu'on a fait une fausse fiche de poste en disant chargé de veille climatique et continuité de la supply chain. Et cette personne, elle va devoir dire justement ce que Morgane dit. Et puis, il y aura le responsable du site qui, pour des questions économiques, lui va se dire, regardez, comme Morgane a dit, là, on a le template de tout ce qui s'est passé et puis ce que ça nous a coûté d'agir ou de non-agir. Et il y a le courrier de l'assurance qui nous dit que la prime va augmenter fortement. Et là, l'idée, et il y a un autre scénario qui parle aussi de ça, c'est de dire est-ce que ça va être rassurable, est-ce que ça ne va pas être rassurable, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là, et possiblement, est-ce qu'il y a des nouvelles modalités autour de l'assurance qu'on doit imaginer. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est sur la hausse des températures. C'est le tout premier qu'on a pris avec Morgane. Donc vous voyez là, je vous montre ça parce que ça fait partie des règles du jeu de l'atelier qu'on a construit. On a bien tout le pestel, toutes les grandes ruptures, les éléments économiques, politiques qui existent et qui rendent ce scénario existant. Et là, on ne va pas vous raconter tout parce qu'il ne me reste qu'1 minute. Mais on a commencé, c'était le tout premier qu'on avait fait, et comme on est très impliqués, Morgane et moi, sur ces questions-là, on a envie de pousser les entreprises à changer leur business model. Mais on n'est que membre de la supply chain, donc c'est quand même compliqué. Et on a imaginé, pour les pousser un petit peu plus loin, les obliger à réfléchir sur ce sujet-là, on a imaginé un faux arrêté préfectoral dans la lignée des plans canicules et du Covid, en se disant, donc il est un peu plus loin là, il est là, donc vous voyez que c'est quand même très, ça ressemble vraiment à ce que ça pourrait être. Là, c'est d'autres artefacts, et on disait... si votre entreprise, votre entrepôt n'est pas dans une trajectoire juste plus 1 degré, 5 degrés, ou si vous n'avez pas mis en œuvre un certain nombre de choses liées au climat, vous devrez rester fermé. Comme pour le Covid, et là ça veut dire qu'un entrepôt qui ferme, on a imaginé 35 jours par an, c'est juste dramatique pour l'entreprise. Et donc, c'est fait pour pousser à au moins se poser la question. C'est comme ça qu'on essaye de sensibiliser et pousser à passer à l'action. Et ça va marcher. Voilà, on a... Bon, je vous rappelle, pas de questions-réponses, mais il reste là. On a 2 intervenants, on fait une petite pause, on pourra discuter avec eux. Alors, je vais passer la parole maintenant à Daniel Kaplan, qui est le co-directeur du réseau et cofondateur du réseau Université de la Pluralité, qui a mené un travail de prospective tout à fait passionnant sur une organisation socio-économique centrale dans notre monde, mais qu'on entend assez peu parler généralement dans les travaux de prospective, c'est l'entreprise. Alors Daniel, à toi. Ouais, c'est curieux cette remarque. On entend assez peu parler de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais en fait, tout a commencé en 2020 quand un grand groupe français est venu me demander à cette époque-là un travail de prospectif sur son marché entreprise. Et à ce moment-là, surprise, en regardant un peu autour de moi, je m'aperçois que l'entreprise elle-même, l'objet entreprise, n'est pas un objet de la prospective. Il n'y a nulle part dans le monde, il n'y avait à l'époque nulle part dans le monde, enfin il y avait un exercice. Mais il y a plein de choses sur le travail, il y a plein de choses sur toute une série d'éléments de l'entreprise, ou sur le secteur, ou sur la supply chain, ou sur la technologie, etc. Mais sur l'objet entreprise, il n'y a rien. Alors vous allez peut-être me démontrer le contraire, mais je fais régulièrement la provocation en disant « mais dites-moi que je me trompe ».
c'est quand même bizarre que la prospective, et qu'il y ait autant de prospectives dans les boîtes, et que cet objet-là, qui est quand même pas anodin dans le devenir social, économique de notre monde, ne soit pas travaillé par des démarches qui s'intéressent à leur transformation future. Bref, on a décidé du coup de faire un travail un peu plus significatif que ce qui nous était demandé. Et 4 ans plus tard, ça donne ce projet qui s'appelle l'entreprise qui vient, dans lequel ce qu'on a exploré, et c'est ça que je vais vous décrire rapidement les résultats, mais comme ils sont accessibles, je vais plutôt me focaliser ensuite sur la myriade de choix méthodologiques, philosophiques, éthiques qu'on a été amené à faire, parce que je pense que c'est ce qui peut être le plus intéressant et le moins visible dans les résultats. Bref, l'idée c'était qu'on allait le faire à notre manière, Université de la pluralité, qui travaille sur la question de l'exploration de futurs alternatifs à l'aide des arts et de la fiction. Et donc on s'est dit, on va utiliser des formes délibérément fictionnelles pour aller explorer le futur des entreprises en se focalisant sur les transformations possibles de ce monde-là. Pour le dire très très rapidement, il y a 2 formes de prospective qui sont toutes les 2 complètement légitimes, toutes les 2 complètement nécessaires dans les organisations, mais qui ne sont pas tout à fait compatibles en termes de méthode. Et donc il faut que vous sachiez dans laquelle vous vous situez. Si vous cherchez à produire tout de suite des résultats assez directement opérationnalisables, vous n'allez pas faire ce qu'on a fait. Si vous cherchez à explorer des choses qui pourraient être dans des mondes fondamentalement transformés, soit par la volonté, soit par les conditions, par exemple, climatiques, qui sont en train de nous arriver, à ce moment-là, vous allez passer par le chemin éventuellement de l'imagination et des imaginaires, et le retour vers l'opérationnel est plus lent, plus compliqué, plus divers, ça ne s'organise pas de la même manière. Bref, nous on l'a fait de cette manière-là, avec donc 12 groupes d'une dizaine à une douzaine de personnes, en tout 140 personnes, d'une quarantaine d'organisations, également d'un syndicat, d'un certain nombre d'écoles de management et d'autres, qui ont participé à l'invention de 12 entreprises fictionnelles avec l'aide, et j'insiste bien sur le « avec l'aide », d'écrivains et d'écrivaines de science-fiction dont la fonction n'était pas de se nourrir de toute une série d'apports des participants et participantes pour écrire ensuite, pour faire ensuite leur art, mais d'aider les personnes à écrire et à inventer cette entreprise et à en décrire un certain nombre de caractéristiques, de situations, etc. À nouveau, tout ça est accessible ensuite sur le site. Pour vous en prendre juste une ou deux, Nomade, c'est une entreprise qui fournit un environnement social et des droits portables aux quelques centaines de millions de personnes migrantes qui sont dans des situations de non-existence citoyenne, qui sont dans des camps, qui sont en migration, qui sont dans des situations de clandestinité et qui ont besoin d'une existence, d'une identité, d'un CV portable, d'éléments de statut qui peuvent emporter. Et comme il y a 0 État pour le faire, et ben en fait, la forme entreprise est apparue la plus pertinente. Mais évidemment, et dans toutes nos histoires, on va trouver ce type de tension, mais évidemment, il faut quand même qu'elle gagne de l'argent. Et du coup, il y a des choses qui sont en fait un peu gênantes dans le modèle de cette entreprise. Et donc, voilà, je prends juste cet exemple pour tenir le temps et pouvoir passer un petit peu sur la méthode. De ces 12 histoires, qui sont vraiment les productions du groupe, nous avons fait, nous, une lecture d'ensemble, uniquement à partir de ça, non pas en projetant une grille d'analyse préalable sur cette fiction-là, mais un peu comme si on faisait un travail à partir de données, sauf qu'on ne l'a pas fait en codant, etc. On l'a fait vraiment par de la lecture. Essayer de regarder ce qui ressortait comme grand point de tension et comme ce qu'on a appelé des archétypes, c'est-à-dire des types idéaux d'entreprise, idéaux non pas au sens désirable, mais au sens voilà, des types tranchés d'entreprises qui n'existent pas ou n'existent pas tout à fait aujourd'hui et qui pourraient constituer un paysage des entreprises de demain. Je dis bien un paysage puisqu'à nouveau, tout cela surgit
uniquement de la production imaginaire de 12 groupes d'une douzaine de personnes, et non pas d'une exploration systématique qui serait sûre de ne rien avoir raté sur les tendances, sur les possibilités, etc. Ce qui veut dire que d'autres groupes auraient pu éventuellement produire d'autres archétypes. Néanmoins, il nous semble qu'ils disent un certain nombre de choses. Pour vous prendre 3 exemples rapidement, la corvée ou la mission entreprise, on a juste retourné les termes, c'est une entreprise qui est tellement sérieuse sur cette question de la mission que la première question qu'elle se pose, c'est alors qu'est-ce que je fais quand j'ai accompli ma mission? C'est donc une entreprise qui se fixe pour objectif de mourir, de ne plus être nécessaire, et qui construit dans son modèle la question de sa dissolution. Il y a un certain nombre d'autres caractéristiques, mais celle-là est centrale. Je dis ça tout de suite parce qu'en général, les gens voient ça, en plus c'est en haut à gauche, et donc les gens disent « Ah ben oui, mais c'est ça qu'il faut qu'on soit. » D'accord. Alors, racontez-nous la mort de votre entreprise. Oh, bon, ça calme. Deuxième exemple, pour reprendre un peu l'intervention d'Amélie et de Morgane, la réactivatrice, c'est une entreprise qui part du constat que justement beaucoup d'entreprises, pour toute une série de raisons, vont être empêchées de travailler de manière provisoire, parce qu'il fait trop chaud, parce que la supply chain est cassée quelque part dans le monde, et en fait il y a tellement de quelque part possible qu'il y a toujours quelque chose de cassé. Donc des fois c'est pas grave et des fois ça l'est, parce que tension géopolitique, parce que inondation, parce que tempête. Et la réactivatrice, c'est une sorte de post-assurance qui dit bon ben, de toute façon ça va vous arriver, mais dites-moi quand vous êtes empêché de travailler, moi je vais aller prendre vos actifs et je vais en faire autre chose jusqu'au moment où vous êtes à nouveau en capacité de bosser et je vais vous les rendre. Troisième exemple, la Guilde, c'est une entreprise qui en fait prend acte du fait que dans le monde de l'entreprise de demain, les gens passent tellement de peu de temps dans une fonction et dans une structure donnée qu'en fait on a séparé les entreprises qui s'occupent des personnes mais pas de la production et les entreprises qui s'occupent de la conception et de la production mais pas des personnes. Et donc la Guilde emploie les personnes, les autres utilisent ces personnes et on essaye de matcher. Et là encore, évidemment, ça ne se passe pas toujours aussi facilement qu'on voudrait. Je vais reprendre cet élément-là. Tout ça donc est accessible. Donc chacun des archétypes a fait l'objet, c'est une sorte de design fiction d'organisation, hein, si vous voulez, a fait l'objet d'un cahier qui est téléchargeable, dans lequel vous allez trouver un archétype, une des histoires, qui n'est pas l'histoire qui illustre l'archétype, puisqu'il y a 12 histoires, 10 archétypes, donc, et que les archétypes viennent de la lecture d'ensemble. Mais c'est pas grave, on en a pris une qui nous semblait pouvoir se rapprocher à peu près de ça. Un travail d'illustration qui est venu d'étudiants et d'étudiantes de la Aide à Genève, auquel on a donné une totale liberté, ce qui veut dire que s'ils pouvaient par exemple détester l'entreprise qu'ils illustraient, on l'a pris quand même. Ce qui nous intéresse, et j'y reviendrai plusieurs fois, c'est le fait que la création ait son autonomie pour pouvoir faire surgir des possibilités, des idées que nous n'avions pas déjà et qui n'existaient pas chez chacune des participantes. Et donc, il fallait aussi que les artistes aient cette autonomie et ne soient pas juste en situation d'illustrer ce qu'on leur demandait de faire. Et puis, il y a 27 expertes qui ont commenté chacun des archétypes comme s'ils existaient, à la fois sur leur faisabilité, leur désirabilité, leur analyse ou éventuellement, qui d'ailleurs pour certains et certaines ont proposé d'aller plus loin sur ces archétypes. Alors le point sur lequel je voulais insister maintenant, c'est comment on a travaillé et quels sont tous les choix qui ont été importants à l'intérieur de ce projet. Donc, les groupes ont travaillé d'abord fondamentalement en 3 étapes. Celui en pointillé, c'est un peu autre chose sur lequel je reviendrai rapidement. Dans un premier temps, on demandait aux personnes de venir avec une référence artistique et fictionnelle qui leur parlait, pour des raisons qui leur étaient complètement propres, qui leur parlait du futur des entreprises. Et donc ça pouvait être un bouquin, ça pouvait être une image, ça pouvait être quelque chose qui parlait explicitement de l'entreprise, ou juste « je suis venu avec cette musique parce qu'elle m'aide à ceci ». L'objectif de ça, outre le fait, je pense que ça a déjà été dit tout à l'heure, que
en fait, s'introduire au travers de ces références artistiques et fictionnelles. C'est une manière de faire connaissance très intime sans en avoir l'air. C'est une manière de constituer des groupes. C'est une manière aussi, et c'est très important dans les organisations, je pense que vous l'avez tous et toutes vécu, d'un peu araser les positions de pouvoir, les sachants pas sachants, les chefs pas chefs. On a tous un imaginaire, et surtout de se reconnecter. Combien de personnes dans les entreprises me disent « je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas écrire, je ne sais pas dessiner », parce qu'en fait, c'est tellement peu valorisé de faire ça. On peut avoir de la créativité, ce n'est pas la même chose que l'imagination, et d'ailleurs, les gens font très, très rapidement la différence. Et donc, d'arriver à leur dire, mais en fait, si, tu sais, tu vois bien qu'en fait, ça existe, en fait, on a à peu près personne dans les groupes qui s'est montré incapable d'écrire de la science-fiction avec l'aide mais on a par contre un bon tiers des personnes qui ont commencé par nous dire que ce sera impossible pour elles et pour eux. Donc on commence par le faire, ce qui veut dire commencer par effectivement permettre aux personnes de se reconnecter avec le monde imaginaire qu'ils n'ont jamais perdu parce que c'est une faculté de l'humain, mais qu'ils ont l'habitude, depuis l'école, de réprimer. Deuxième élément, on a travaillé de manière relativement classique en prospective sur l'exploration de facteurs de changement, avec peut-être une différence, y compris par rapport à la pratique, ce que j'ai compris de votre pratique qui est absolument passionnante, qui est qu'on a fait attention à apporter très peu de connaissances. Et donc, si vous regardez la fiche changement climatique ou toutes les autres, il y en avait une dizaine, elles sont, je ne vous l'ai pas montré là, mais enfin voilà, elles font 15 lignes. Pas plus. Pour deux raisons. La première, et ça on le vit également, on fait aujourd'hui des ateliers avec des personnes en situation de précarité sociale, etc., c'est de faire confiance aux personnes et de se dire qu'en fait, elles en savent plus qu'on ne le pense nous, et elles en savent plus qu'en général, elles ne le pensent elles-mêmes. Elles ont vécu des choses, elles ont lu des choses, elles ont des expériences. Et donc, notre objectif, c'est plutôt de les aider à les relire et à les reconnecter, plutôt que et c'est un peu la deuxième raison, plutôt que de les écrabouiller sous le poids d'une expertise dont on a ensuite en fait énormément de mal à sortir. Si on commence par devoir lire des pages et des pages de données, c'est plus difficile de pouvoir imaginer une entreprise fictionnelle, en fiction en tout cas, qui soit très différente des entreprises d'aujourd'hui, parce qu'on est lesté par tout ce poids-là. Ce qui est parfaitement légitime quand on a besoin de résultats opérationnels rapides, ce qui est plus problématique si on veut pouvoir un petit peu se libérer, voire même faire le saut, faire le fameux changement de paradigme. Changement de paradigme en épistémologie, c'est bien le moment où en fait l'espace des concepts, des lois et même de la définition des problèmes dont on a l'habitude ne marche plus. Il faut le remplacer par d'autres, mais celui-là, on ne le connaît pas. Et c'est là qu'un effort radical d'imagination est indispensable. C'est le seul chemin possible. Donc, on a tous des connaissances, on s'y reconnecte et en même temps, on s'allège de manière à pouvoir continuer d'imaginer. En général, c'était deux ateliers séparés, les ateliers d'écriture, mais ça peut être aussi une journée. En général, ça durait en tout cas 2 demi-journées. Là, on donnait les clés aux écrivains et aux écrivaines avec leur méthode d'animation pour qu'ils emmènent et elles emmènent les participantes dans l'écriture de fiction. Et là, le point peut-être essentiel, c'est que la fiction ici est un dispositif d'exploration. Donc on ne leur dit pas voilà ce qu'il faut dire, on ne leur demande pas de nous faire ressentir quelque chose qu'on a défini à l'avance. Et surtout, on ne leur demande pas d'écrire une entreprise positive ou un futur désirable. J'insiste sur cette contrainte parce que dans mon expérience, et c'est peut-être pas celle de tout le monde, la contrainte d'écrire un futur désirable au début fait écrire des futurs gnangnans, des futurs dans lesquels tout se passe bien, dans lesquels on est tout le temps super d'accord sur tout, dans lesquels l'entreprise ou l'organisation se met à faire le bien et ça lui coûte rien du tout, et c'est pas difficile, et personne n'est contre, et les obstacles, parce que comme tous les gars et les filles ont compris que vraiment ça pouvait pas continuer, voilà. Et évidemment, du coup, quand on écrit ça, on n'y croit pas soi-même, le lecteur ou la lectrice n'y croit pas non plus, donc voilà, on vit un bon moment, mais il produit assez peu de choses étonnantes. Alors que quand cette contrainte n'est pas là, en tout cas dans notre expérience, qu'est-ce que nous racontent les gens? Jamais des dystopies. Ils nous racontent des mondes dans lesquels
Dans un monde globalement plus difficile, ce qui n'est quand même pas complètement absurde comme hypothèse, que la donnée de base soit plus compliquée, donc qu'il y ait des situations qui peuvent même être dramatiques, des groupes de personnes, ce qui est finalement l'acte d'innover, l'acte d'entreprendre, des groupes de personnes essayent et trouvent des espaces pour agir, des espaces pour répondre à des difficultés, des espaces pour imaginer, des espaces pour faire avancer collectivement un certain nombre de causes ou de réponses. Et ça, c'est intéressant, c'est une des manières de trouver, c'est une des manières les plus fortes finalement face à l'adversité, d'agir face à l'adversité collectivement, c'est une des manières les plus fortes de trouver un sens à une vie. Et donc, c'est ça qu'il nous raconte, ce qui est en gros la substance évidemment de la quasi-totalité des aventures finalement. C'est ça qu'il nous raconte en fiction, et au fond c'est ça qui nous intéresse parce que c'est assez proche de ce fameux acte d'entreprendre. Donc ça c'est vraiment important par rapport à un discours que j'entends souvent sur la mobilisation des imaginaires, l'idée de mobiliser les imaginaires, l'idée d'ailleurs de faire converger les gens sur un imaginaire, etc. C'est l'idée quand même qu'il y a une proposition imaginaire qu'il faudrait trouver, qui enfin pourrait rassembler tout le monde à partir de son existence préalable et les faire aller ensemble dans la bonne direction. Nous sommes convaincus que cette proposition n'est pas spécialement ni réaliste, ni spécialement désirable, que les dernières fois où on a essayé de faire aller tout le monde dans la même direction, ça ne s'est pas toujours très bien passé d'un point de vue historique, et que l'idée, c'est beaucoup plus de réhabituer les personnes à se connecter à leur imaginaire propre et à débattre avec celui des autres pour avancer ensemble et pour imaginer ensemble que les choses pourraient être différentes de beaucoup de manières différentes et qu'on pourrait en être des acteurs. Et donc les récits, tous les récits et les archétypes, tous les archétypes contiennent leur lot de tensions, d'incertitudes, d'ambiguïtés, de contradictions qu'il faut résoudre. Et de temps en temps, on avait des groupes qui disaient « Mais comment j'ai pu écrire cette histoire dans laquelle il y a des choses dans lesquelles je me reconnais et d'autres que je trouve horribles, où on se dit « Mais cette entreprise, mais c'est dégueulasse ce qu'elle fait là, et c'est complètement contradictoire avec l'objectif. » Et ils l'ont toujours gardé, cette contradiction, en se disant « Mais justement, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous apprend quelque chose d'intéressant sur le futur. » Ce qui veut dire que la dernière étape, quand on fait un travail comme ça, parce que là, forcément, on est très très loin de ce que les chefs de Morgan vont demander. On commence à se ramener, mais il y a tout un travail sur comment on se ramène vers le présent, sans araser toutes les différences et faire une note de 2 pages dans laquelle il ne reste plus rien. Je ne dis pas ce que c'est ce que vous faites, mais vous voyez, je pense qu'un certain nombre de gens reconnaîtront leurs décideurs derrière l'idée de la note de 2 pages. Et donc, on fait toujours réfléchir les gens après. Qu'est-ce qu'il y a dans votre histoire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Où est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qu'on en ramène? Donc la réflexivité, le fait de revenir petit à petit dans le présent et dans ses ressources d'action, vient après pour donner l'autonomie à la fiction. Et d'ailleurs, pour terminer, tout ça, vous le verrez, tout ça est décrit, tout ça est accessible. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de certaines grandes entreprises, des ateliers d'atterrissage, dans lesquels on allait un cran plus loin encore, mais pas encore directement jusqu'à des plans d'action. On n'est pas des accompagnateurs d'entreprise, on est une microstructure d'exploration. L'atelier d'atterrissage mettait dans une grande boîte les gens en situation de dire « on est en 2050, vous êtes devenu l'une de ces boîtes fictionnelles qu'on a imaginées ». C'est bizarre, elle est 100 fois plus petite, elle fait des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir. Ben oui, moi, j'y peux rien, c'est 2050, donc c'est pas ma faute. Par contre, on avait en général plusieurs groupes qui travaillaient sur plusieurs points d'aboutissement différents. Votre objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de retracer la ligne de temps, et avec évidemment un certain nombre d'étapes. En 3 heures, première leçon, ils y sont toujours arrivés, alors qu'on avait des gens à peu près aussi divers que les gens que vous décriviez dans vos groupes, et je pense que c'est votre expérience aussi, c'est-à-dire quand vous donnez la place aux gens et aux imaginaires des gens, en fait, ils y arrivent. Ils y sont toujours arrivés, et deuxième leçon, ce chemin faisant, sur un temps tout petit de gens qui n'avaient pas du tout participé à l'écriture en amont,
ça a fait surgir dans les 3 cas des questions extraordinairement profondes sur le cœur de métier de l'entreprise, sur la position de l'entreprise, sur ce qui allait la faire changer, etc. Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Donc, un usage très particulier d'une forme que nous, on appelle la prospective créative. Une manière peut-être de travailler les imaginaires, toujours collectifs et toujours autour de cette idée de l'imaginaire comme un dispositif non pas d'illustration, non pas de mobilisation, mais avant tout d'exploration avec et pour les personnes concernées. Merci Daniel. Je vous rappelle, on a une dernière intervenante et puis après on fera une petite pause, même une pause de 25 minutes. Donc on aura le temps de discuter, vous aurez le temps de discuter avec les intervenants précédents. Alors, j'accueille maintenant Marion Desclos, qui est designer, qui est cofondatrice de Objets de Travail et qui s'intéresse aux mutations du travail à travers justement les objets et leurs imaginaires et comment ceux-ci ont façonné les pratiques, cultures et usages du travail. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là en ce lundi matin, que ce soit ceux qui sont présents ici, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont derrière leur écran. Je suis à la fois très honorée et très impressionnée d'être ici. Pour moi, c'est un haut lieu de l'innovation et de la prospective depuis longtemps, depuis avant la fame du design fiction. Donc merci Vinci d'avoir créé cet endroit absolument magnifique. Alors je teste le matériel. Ok, c'est bon. Hop. Pardon. C'est comme ça? Oui, ok. Ok, donc je suis Marion Desclos, je suis designer effectivement, et moi je suis spécialisée dans l'analyse et la conception d'environnements de travail contraints. Donc quand j'entends environnement de travail contraint, c'est une chaîne logistique. Excusez-moi, je suis... Ok, c'est bon. Je comprends pas en fait. Il y a une latence. J'ai été invitée par la Discool à vous parler d'imaginaire du quotidien. Pour moi, les imaginaires du quotidien, pour moi en tant que designer, c'est vraiment tous nos objets en fait du quotidien, que ce soit la cuillère, la chaise, la poignée de porte ou le banc. Moi, en fait, les objets du quotidien qui m'intéressent particulièrement, c'est les objets du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé un studio au nom éponyme, afin d'accompagner en fait les entreprises dans la conception de leurs environnements de travail de tous les jours. Donc, par exemple, vous déménagez ou vous rénovez votre espace de travail, vos outils doivent se transformer du fait des nouvelles technologies qui arrivent en place, ou vos métiers évoluent parce que l'activité évolue. C'est ce genre de questions que je vais pouvoir aborder très concrètement. Mais ça me vient d'où cette fascination pour les objets du travail? En fait, en tant que designer, moi, je travaille les objets du travail en les concevant, en innovant dans des univers métiers contraints ou extrêmes. Et j'adore à la fois comprendre en fait ces environnements pour les améliorer, en travaillant main dans la main avec ceux qui œuvrent en fait au back-office de nos environnements quotidiens. C'est-à-dire que pour que nous puissions arriver à l'heure ce matin à la conférence, il faut qu'il y ait un métro qui fonctionne avec des personnes qui sont dans l'ombre et qui travaillent. Pour recevoir votre colis ce matin au pied de votre immeuble, il faut qu'il y ait une chaîne logistique qui soit mise en œuvre et des opérateurs qui soient derrière un certain nombre d'outils. Ces outils, il faut qu'ils soient bien conçus pour que le travail puisse être fait et que le service soit rendu. Ou encore, pour pouvoir être soigné en urgence quand la situation se présente, c'est pas mal d'avoir un service d'urgence qui propose une expérience patient la plus seamless possible. Mais en 2020, après 10 ans à innover et à concevoir pour demain, j'avais l'impression qu'on concevait dans un temps un peu court, que ce soit dans le temps futur, je concevais pour l'année d'après, les 6 mois suivants,
Mais je me disais, en fait, la référence au passé, on la balaye un peu trop rapidement. Alors, je me suis mise à écrire. C'est là que j'ai créé une newsletter qui s'appelle Objet du travail. Et je me suis mise à écrire sur l'histoire de nos objets professionnels, de nos objets du travail, que ce soit la chaise de bureau, l'échelle, la machine à écrire, les bouchons d'oreille, la pointeuse. Je souhaitais comprendre comment en fait, les innovations naissaient dans un temps un peu plus long. Et c'est l'exercice auquel je me suis prêtée aujourd'hui pour vous, avec un objet, pour moi, qu'on ne peut pas tellement dissocier de l'activité de Vinci. J'ai nommé le casque de chantier. J'avais envie de répondre à la question en fait, qui m'est immédiatement venue quand on a eu l'idée de cet objet avec Valentine et Quentin. C'est pourquoi en fait, le casque de chantier n'est pas aussi aimé, apprécié, stylé finalement que le casque de pompier ou le casque d'astronaute. Alors, je vais revenir un peu dans l'histoire, un peu loin même. Je suis allée explorer pour vous l'histoire du casque, qui a fait naître en fait le casque de chantier. Les tout premiers casques de l'histoire du monde, donc moins 1300 avant notre ère. Ce que j'ai trouvé intriguant, c'est qu'en fait, ces casques-là, ils n'étaient pas forcément très solides ou très protecteurs. Il faut imaginer que la structure du casque, elle est en cuir. Elle propose finalement une protection assez fragile, mais en fait, on voit que les humains et les humaines de cette époque, du coup, affirmaient une forme de symbolique animale qui leur donnait presque plus un côté intimidation symbolique qui était à l'œuvre dans les combats. Et en fait, vous allez voir, cette analogie animale, en fait, elle est allée assez loin. Là, ici, ce casque-là, il est fabriqué en fait en défense de sanglier. Donc la matière même du casque en fait incarne cette analogie animale et un certain nombre de casques en fait venaient représenter soit la croupe du cheval ou encore les cornes d'un animal et certains se sont même amusés à représenter la puissance de la nature en mettant des branches sur leur casque. Et puis, folie des grandeurs de notre humanité, toujours incroyable. Une fois les capacités techniques évoluées, on a eu envie en fait, de faire des casques de formes variées. Je vous en livre encore quelques extraits. Ici, on a un casque japonais qui date du XVIe siècle. Et en fait, il faut imaginer que c'est un casque avec une pieuvre en plaqué or. Donc vous imaginez la prestance qu'on pouvait avoir dans un combat avec ce casque-là. Il est fait de métaux précieux. Il faut imaginer que toute la structure qui se pose sur la tête, elle est avec une ossature en métal, couverte de cuir. Et en fait, l'ambition des samouraïs à l'époque, donc il faut imaginer que chaque samouraï avait son propre casque avec ses propres symboliques sur la tête. Il y avait une démonstration d'intimidation, de supériorité peut-être, mais il y avait aussi une volonté d'affirmer une forme de culture et d'attachement à une certaine forme de spiritualité avec chacun qui représentait, ici par exemple la pieuvre, c'était symbole de régénération. Il faut se dire que chaque casque était dessiné sur mesure à l'image de chacun des samouraïs et finalement venait représenter la personnalité de chacun d'entre eux. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que cette pieuvre, il faut bien imaginer que dans un champ de bataille, on pouvait la voir de très loin. Mais cette pieuvre, elle s'enlève aussi pour pouvoir tout de suite se cacher dans un champ de bataille et je trouve que le double jeu est très chouette à imaginer. Et puis, si on avance un peu dans le temps, le premier casque de chantier, et c'est là que je trouve les imaginaires très importants, c'est que le premier casque de chantier, il est né de la main d'un écrivain. Alors, c'est peut-être une légende. J'ai commencé à lire Office Writing, je n'ai pas trouvé la preuve exacte, mais c'est ce qui se dit. Et j'aime bien imaginer que c'est Kafka qui, le premier, alors qu'il travaillait en fait, à l'analyse des conditions de travail en Hongrie, avait, dans l'analyse de son sujet, fait émerger l'idée d'un casque nécessaire pour les travailleurs sur les chantiers.
Mais bon, il s'avère aussi que c'est les casques des champs de bataille qui ont véritablement inspiré les premiers casques de chantier produits là en série. Les premiers casques de la guerre mondiale, en fait, ont inspiré Monsieur Boulard, qui avait une entreprise qui fabriquait déjà des casques pour les mineurs. Et il inventait un casque avec un système de suspension intérieure qui finalement commence assez à ressembler à nos casques de chantier actuels, qui viennent en fait créer une couche qui vient éloigner en fait le casque, la tête du choc. Ils viennent aussi permettre d'ajuster le casque à la taille de la tête. Et ils remplaceront finalement petit à petit casquettes et bérets alors présents sur les chantiers. Il fut finalement le premier équipement de protection individuelle commercialisé à grande échelle. Avec l'avènement du thermoplastique, il a petit à petit pris la forme qu'on lui connaît, mais il a mis quand même près d'un demi-siècle à être adopté de façon globale. Il aura fallu quelques chantiers d'ampleur et quelques entrepreneurs malins pour se dire il faut que ce casque il soit utilisé par exemple sur des grands chantiers comme le Golden Gate à San Francisco, où il a été rendu obligatoire. Donc ça, c'était la stratégie du monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, monsieur Boulard. Et même si ce chantier a eu lieu, en fait, il a fallu attendre les années 70 aux États-Unis ou les années 90 en France pour que le port du casque soit devenu obligatoire. Et encore aujourd'hui, malgré ça, on se rend compte qu'il reste un lieu commun dans les imaginaires qui se dit, en fait, ça donne un air fragile et craintif. C'est cette idée-là qui continue d'être perpétuée et partagée sur les chantiers. Alors, demain, fort de tout cet historique, qu'est-ce que le casque de chantier pourrait être ? Je vous propose d'écouter le récit que j'ai imaginé pour cet objet du quotidien. Aujourd'hui, on parle de casques connectés, de casques qui collectent des informations pour assurer le port d'un matériel en toute conformité, qui préviendrait même des obstacles et potentiels dangers. Moi, j'avoue, ça ne me fait pas rêver. Moi, je rêve d'un casque de chantier dont on soit fier, si fier qu'on rêve de poser avec sur les photos officielles, comme Thomas Pesquet et son casque d'astronaute. Je rêve d'un casque que l'on arbore fièrement, parce qu'on construit, et en ce sens, on protège, on sauve des vies, tout autant qu'un pompier qui brave les flammes. Seulement, on œuvre à une protection sur le temps long. On s'assure que ce qui nous tombe sur la tête, nous, techniciens de chantier, ne tombe sur la tête de personne d'autre. Et ce, pendant des décennies, voire des siècles. Alors, de la même façon que les pompiers ont souhaité conserver le brillant de leur casque, aux propriétés fonctionnelles, mais surtout symboliques, j'ai imaginé pour vous aujourd'hui le cahier des charges du casque de chantier de demain. Tout cela est fictif, bien sûr. Nous avons donc, ces derniers mois, travaillé main dans la main avec divers techniciens, conducteurs et responsables de chantier. Foreurs, terrassiers, plombiers, électriciens, charpentiers, maîtres d'œuvre, nous sommes allés sur le terrain. Nous sommes allés travailler à leurs côtés. Nous avons porté le même équipement, testé les différentes formes de casques existantes sur le marché. Nous avons retracé leur histoire, étudié les matériaux les plus résistants et les plus légers. Nous avons dessiné ensemble le casque de chantier rêvé pour nourrir le cahier des charges pour la prochaine commande d'équipements de protection individuelle. Besoin numéro 1, effet, deuxième pot. Le confort d'un bonnet, s'il vous plaît, car porter plusieurs heures par jour, par toutes les météos, combiné à la légèreté et à la fraîcheur ou l'effet de ne rien porter, étant donné les efforts physiques déjà fournis. Résistance aussi à tous les chocs, surtout ceux qui peuvent être évités. Il est donc dessiné au plus près du crâne pour éviter la surépaisseur qui entraîne plus de chocs que nécessaire. Besoin numéro 2, la mémoire.
transmis d'un technicien à un autre, comme un passage de relais entre les générations. Le casque devra transporter la mémoire et le savoir-faire pour une montée en compétences des plus jeunes ou des nouveaux, mais aussi des plus anciens. Un simple échange de casque permettrait la combinaison, l'acquisition et la mise à jour des compétences pour un collectif toujours plus doué et astucieux. Besoin numéro 3, la personnalité. Chaque casque doit pouvoir être adapté à l'envie pour témoigner de la personnalité, des valeurs, des envies, mais surtout des savoir-faire et des chantiers que chacun et chacune a réalisés. Les casques deviendraient alors de véritables trophées qu'on brandirait en fin de carrière. Empire State Building, Flèche de Notre-Dame, Sagrada Familia. Quel beau parcours elle a eu, celle-là. Si vous voulez retrouver toutes ces anecdotes et d'autres encore sur le casque de chantier, je vous invite à vous abonner à la prochaine newsletter qui, du coup, sera sur le casque de chantier. Et si vous voulez comprendre comment ce travail-là peut vous permettre de réfléchir à vos sujets plus opérationnels ou stratégiques, voici quelques exemples. Avec Objet du travail, en m'appuyant au besoin sur un réseau d'experts qualifiés, j'analyse et je conçois. Je relève les anecdotes, les astuces, la beauté et la curiosité développées par les humains, par les professionnels, pour tenter de les mettre en lumière, de mettre en perspective sur le temps long, mais aussi de déployer des initiatives qui seraient peut-être individuelles et astucieuses à l'ensemble du groupe. Pour ce faire, je retombe dans le réel. J'imagine, je conçois, j'expérimente, pour pouvoir passer de l'imaginaire à la transformation concrète. Alors, pour conclure, j'ai une question pour vous. Je vous invite à scanner ce QR code ou à aller sur WooClap et à intégrer le code RECGAB. Ça, c'est la partie la moins fun. Donc, je vous laisse vous connecter. Vous devez normalement rentrer un pseudo. Mettez votre prénom, ce sera plus sympa. Et on va pouvoir du coup lancer la première question. Si vous aviez une baguette magique, quel est l'objet de votre travail ou de celui de vos équipes que vous aimeriez soit réinventer, soit voir disparaître ? Alors, normalement, il y a un nuage de mots qui apparaît, mais... Hop. Alors, le nuage de mots, peut-être, je ne sais plus ce qu'il faut faire. En appuyant sur le nuage. Ouais, super. Il y a plein de réponses. Voilà, le suspense reste entier, super. Donc, je vois le stylo, ok, l'ordinateur en gros. Le chargeur d'ordinateur, j'aime bien. Le badge pour entrer dans les locaux.
Bon, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Daniel Kaplan, que vous avez écouté juste avant, on se posait la question de comment réfléchir aux imaginaires des entreprises. Il y a plusieurs échelles pour le considérer. Moi, j'aime bien l'échelle petite parce qu'elle dit souvent beaucoup des échelles plus grandes. J'ai une dernière question pour vous, juste pour pouvoir lire un peu la salle. C'est quel est votre métier? Donc, on va pouvoir passer à la question suivante. Je suis aux manettes, mais virtuellement, alors. Ouais, si vous pouvez juste nous donner un petit peu d'infos sur votre métier ou votre fonction. Ok, donc ça donne un peu une idée de la salle. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Hop. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez me retrouver sur objetdutravail.com. Merci. Merci Marion. Alors on va faire une petite pause. On va se donner, voilà, vous avez du café. On a nos intervenants de ce matin qui sont encore là, donc n'hésitez pas à venir discuter, poser des questions et on se retrouve dans 20 minutes. Ok ? Allez, à tout de suite.